quand il faut-il acheter, quand il faut vendre, quelle crypto acheter, comment trouver la crypto qui va faire x50. Il y a beaucoup de questions comme ça, mais personne ne se pose jamais une des questions les plus importantes qui est combien je devrais investir en crypto, combien je peux me permettre d'investir en crypto. Et aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse. Donc, comme c'est une question assez personnelle, donc ça dépend de votre niveau, euh, de votre situation financière, on va découvrir comment faire. Et donc, ça va être aussi un parcours. Ça va durer 3 vidéos, ça va être reparti en 3 vidéos. Donc, si vous voulez la suite, abonnez-vous. Si vous appréciez la vidéo, laissez un like. Mais maintenant, on va démarrer avec cette question. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Giovanni, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui commencer ce nouveau parcours ensemble et donc pour voir combien on peut investir en crypto. Mais avant ça, il y a des choses à évaluer avant d'investir. Donc avant et pas après avoir investi. Je vais vous dire tout de suite c'est quoi. Donc qu'est-ce que nous allons approfondir aujourd'hui avant de répondre à cette question. Donc, comment calculer votre cash flow? Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau de la finance personnelle et quand on veut investir, il faut avoir je l'ai déjà expliqué dans des autres vidéos, il faut avoir une vue globale sur nos finances justement. Donc combien on dépense, combien sont nos entrées d'argent. Et donc, on va voir comment faire ça, simplement, hein. Et puis, il faut voir comment évaluer votre tolérance au risque. Donc, vous comprenez bien que je ne peux pas donner un montant ou un chiffre pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas dire, ouais, on va investir le 50% en crypto. Non, ce ne sera pas possible parce que tout le monde a une situation différente. On va faire deux exemples pour vous faire comprendre. Donc, admettons qu'il y a un jeune de 20-25 ans qui habite chez ses parents, qui gagne bien sa vie, il est même fils unique et donc un jour il va toucher un héritage important. Donc ses parents ils sont bien, voilà, ils sont bien et donc il gagne 3 000 à 4 000 € par mois et il dépense quasiment rien. Bah, ce mec, et en plus de ça, pour dire, ses parents, ils lui ont déjà acheté une maison. Donc vous comprenez bien que ce mec, il a une tolérance au risque qui est beaucoup plus importante que si on prend quelqu'un qui a déjà 30-40 ans, qui il fait, comment on dit, qui, qu'il arrive à la fin du mois, il galère pour arriver à la fin du mois et il n'a pas de maison, donc il est en loyer. Et ses parents, enfin, il a deux frères, donc il va partager son héritage. Vous comprenez que la situation n'est pas la même. Le mec de tonton qui a 25 ans, il peut se permettre un portefeuille plus volatile par rapport à l'autre. Donc, on va voir tout ça. Et on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire d'investir et comment, à la fin, comment choisir combien nous pouvons nous permettre d'allouer aux crypto-monnaies. Et c'est parti tout simplement avec le calcul, la première chose, donc le calcul du cash flow avant d'investir. Je me mets ici, ou même, je pourrais même supprimer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se traiter un petit peu, il faut se comporter un petit peu comme une entreprise. Donc, savoir les entrées d'argent, les dépenses et ce qui est donc, admettons, on a les entrées d'argent, la liquidité déjà disponible, que ce sera ce qu'on a économisé le mois dernier si on démarre maintenant. Donc, la différence des entrées et les dépenses, ça va faire notre liquidité disponible. Que à la fin, on va partager entre le coussin de liquidité et le capital investissable. Pourquoi? Tout simplement parce que ça n'a pas de sens de tout investir, car l'investissement c'est à long terme et donc on ne peut pas. Imaginez-vous qu'on investit tout ce qu'on a, la liquidité. Ce mois-ci j'ai économisé 500 €, ben, j'ai investi les 500. Et demain j'ai un imprévu
et je dois retirer, je dois trouver de l'argent pour payer mes imprévus, ben là, je suis obligé de désinvestir une partie et payer mes dettes. Et si en entre-temps le Bitcoin a fait moins 30%, ben, je suis obligé de euh, clôturer une perte à moins 30%. Et donc, c'est pas comme ça qu'on travaille, c'est pas comme ça un investissement. Ça, c'est plutôt une spéculation. Et ne vous inquiétez pas, on va voir un peu plus dans le détail, comme ça vous voyez plus clair, vous comprenez mieux comment faire tout ça. Donc, on va glisser ça. Moi, voilà, je suis plus là. On a des typologies d'entrée et de sortie. Donc, des revenus fixes, forcément, c'est le salaire, tout ce qui est dividendes, loyer en immobilier, euh, ou même autre chose, hein, et qui sont périodiques et prévisibles. Puis, on a des revenus variables, que c'est je sais pas, des bonus au boulot ou des ventes de quelque chose. Par exemple, vous avez vendu le fauteuil ou vous avez vendu, je sais pas, un garage, des trucs comme ça, que c'est variable et imprévisible. On ne sait pas quand ça va rentrer, mais on sait que ça pourrait rentrer. Ou si vous vendez une voiture, genre des trucs de ce genre. Et puis, on a une autre disponibilité initiale. À part ça, donc pourquoi on fait tout ça? Tout ça, on le fait parce que je vous rappelle que investir, c'est une chose à long terme. Et donc, en maximisant, si on arrive à maximiser ça, les revenus, à augmenter les revenus et à diminuer les dépenses, ben, on a plus d'argent, euh, on a plus de cash flow, et donc tout simplement, on a plus de capital qu'on peut soit investir, soit pour nous. Et donc voilà. Puis on a les dépenses fixes, que c'est tout ce qui est le crédit de la maison, le loyer de la maison, le loyer de voiture, assurance, tout ce qu'on peut, tout ce qui est périodique et prévisible. Donc les courses, les factures de l'électricité, tout ça. On a les dépenses variables aussi. Donc qui sont plus, mais qu'on peut contrôler effectivement. Et donc, qu'est-ce que c'est? Comme aller au restaurant. Donc, on sait que par mois, on va 2 fois au restaurant et que ça nous coûte 200 euros. Si on veut, on peut voilà, supprimer ça. Donc, on peut contrôler tout ça. Et puis, il y a des dépenses imprévues qui sont nécessaires et non contrôlables, qui veut dire comme si la machine à laver tombe en panne ou si la voiture, il faut changer quelque chose dans la voiture, des trucs comme ça en fait. Donc, est bien de faire une estimation. Forcément, ce qui est imprévu est nécessaire, on ne sait pas le contrôler, mais au moins, où on a le contrôle, il vaut mieux voilà, qu'on sache combien on rentre et combien on sort. Et puis, comme on l'a dit au début, donc la différence entre ce qu'on rentre et ce qu'on sort, ça va être partagé dans notre coussin de liquidité. Ici, j'ai mis, et vous allez comprendre pourquoi ce mec qui dort sur l'argent et le capital investissable. Donc, tout d'abord, il vaut mieux faire un coussin de liquidité. Pourquoi? Parce que on ne peut pas rien avoir justement pour les imprévus et tout ça. Et donc, plus on a d'argent, plus on est sûr, on peut dormir tranquille. Même que la voiture tombe en panne, il n'y a pas de problème, on la paye et c'est tout. Alors que si on n'a rien, il faut commencer à stresser. On va aller voir, je vais retirer de l'argent que j'avais mis dans le Bitcoin, par exemple. Mais ça vaut partout, pour tout. C'est pas seulement pour les cryptos, ça vaut dans n'importe quel asset. L'argent qu'on investit, on doit être prêt à attendre 5, 7, 10 ans. Parce que sinon, ce n'est pas un investissement. Donc voilà, plus de liquidité on a, puis il y a une limite. Ça ne sert à rien d'avoir 50 000 euros à la banque pour dire si vous gagnez 2 000 euros, vous allez mettre 20 ans juste pour avoir ce coussin de liquidité. Non, il faut couvrir. Ça dépend aussi de votre niveau de tolérance au risque. On va le voir. Donc peut-être 2, 4, 6 mois, 8 mois, 1 an de salaire. Donc si vous perdez votre job, vous savez résister même 8 mois sans en trouver un autre. Ok, donc voilà. Et puis il faut savoir, comme on avait dit, donc qu'est-ce que c'est l'investissement? Voilà, maintenant c'est mieux. Et donc tout d'abord, il faut comprendre
qu'est-ce que c'est un investissement et qu'est-ce qu'un investissement comporte. Donc, tout d'abord, on a une composante temporelle très forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens qui disent, bah non, en fait, je gagne pas assez, je peux investir que 100, 200 euros par mois, et donc il vaut mieux pas le faire. Ça, c'est une erreur très très grave parce que oui, au début, c'est comme ça. C'est comme si on va à la salle. Les premiers mois, on voit rien. Et donc, si on se laisse aller parce que les premiers mois, on voit rien, bah, en fait, voilà, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est pas pour ça que tu peux pas avoir des résultats à long terme. Regardez ici, je vous ai mis ça. Ça, c'est le capital sans intérêt composé. Et ça, c'est le capital avec les intérêts composés. Donc, au début, on dirait qu'on fait rien. Et puis tout d'un coup, ça explose. Plus de temps on passe sur les marchés, si les assets s'apprécient, plus on a vraiment une explosion de notre capital. Il y a de l'expérience aussi, donc ça dépend. Au début, on ne connaît rien forcément, mais si on commence à étudier, plus de temps passe sur les marchés et plus on a de l'expérience, on peut améliorer notre stratégie. Et donc, voilà. Et les bear markets qu'on passe sur le marché, dans le marché, les bull markets, nous permet d'améliorer notre stratégie et donc avoir de plus en plus de performance. Et puis à l'intérêt composé, comme je vous expliquais, voilà. Donc au début, on dirait qu'on fait rien, et puis tout d'un coup, ça explose. Donc c'est pour ça qu'on dit il faut commencer le plus tôt possible. Et c'est vrai en fait, parce que même 100 euros par mois, ça peut faire vraiment une énorme différence. Tu peux aller peut-être en pension avec 100 000 euros alors que tu as mis 100 euros par mois. Et bah, c'est comme ça, hein. Donc, essentiel de le traiter comme tel et pas de spéculation. Comme on a dit tantôt, si vous n'avez pas de coussin de liquidité, vous allez retirer de l'argent alors que les marchés financiers sont en baisse, ben, ça, c'est plutôt comme de la spéculation. Épargner, donc, il faut avoir voilà, une vue à long terme. Épargner d'abord et réduire les sorties, puis investir. Donc une fois qu'on a fait notre bilan, notre budget, on peut investir. Et c'est de là aussi qu'on peut, il y a des choix à faire dans la vie et c'est comme ça. Si on sait, comme on avait vu, on a des dépenses périodiques prévisibles, enfin des dépenses variables. Par exemple, on va 4 fois par mois au restaurant et ça nous coûte 400 euros par mois. On peut essayer de réduire ça et investir un peu plus. Ou alors, au lieu d'acheter la nouvelle télé à 5000 balles, bon, on peut éviter ça. Au lieu de dire, bah ça va, je la prends, je la paye 50 euros par mois, on peut éviter ça. Et parce que ça, c'est très grave, on rajoute des sorties périodiques, des dépenses fixes en fait, parce que ça va être une dépense fixe pendant 2-3 ans. Et donc, forcément, voilà, il faut faire des choix. On ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre, il faut que-investir, mais voilà, il y a des choses on peut éviter. Et éviter de devoir désinvestir prématurément. Ça, on l'a déjà dit, ce que ça provoque. Donc, de retirer les assets avec moins 40-50%, ce n'est pas du tout cool, c'est pas bien. Et là, on va retourner à notre bilan pour comprendre notre niveau de risque. Par exemple, on avait dit, on a des revenus fixes, mais est-ce on a un CDD ou un CDI? Donc le boulot est plutôt sûr, plutôt stable, ou l'entreprise elle commence à faire à virer des gens ou des trucs de ce genre. Donc est-ce qu'on a un CDI, on est tranquille, la boîte elle va bien, euh, il n'y a pas de problème de paiement, de trucs comme ça. Bah, donc on a plutôt une stabilité, c'est vrai. Est-ce que c'est très différent de quelqu'un qui travaille comme intérimaire et qui voilà, n'a pas la certitude de ce qu'elle peut gagner, combien ça peut durer son job. Est-ce qu'on a des revenus variables? Par exemple, je sais pas moi, on a prévu que on va vendre une maison que maman nous a laissée
Et voilà, on va avoir 40 000 euros chacun avec mes frères. Ça peut jouer aussi. Donc, on a un niveau de risque. Enfin, on peut se permettre d'allouer un peu plus aux cryptos, par exemple, aux investissements en général. Voilà, donc voir les perspectives. La disponibilité initiale, ça joue aussi le capital qu'on a. Donc, on a 1000 euros, on a 10 000 euros, on a 100 000 euros. Ça joue énormément. Donc, quelqu'un qui a 50 000 euros peut être beaucoup plus, voilà, peut augmenter le risque plutôt que quelqu'un, enfin, plus que quelqu'un qui n'a que 1000 euros, par exemple. Donc, le, ce qui est plus stable peut préférer l'investissement aux économies, donc investir au lieu d'économiser. Et celui qui n'a pas de stabilité, qui n'a pas beaucoup d'argent, doit préférer économiser d'abord plutôt qu'investir. Les dépenses fixes, la même chose, il faut faire. Voilà, est-ce que dans 5 ans, on va... Est-ce que la tendance est croissante ou décroissante? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, est-ce que on a 30 ans, on a quasiment fini de payer la maison, euh, nos enfants, ils vont bientôt partir de la maison, pas à 30 ans, mais voilà, c'est pour se comprendre. Ou est-ce qu'on a besoin d'acheter une maison? Est-ce qu'on a une voiture qui est là à 20 ans, donc il faut la changer parce qu'elle tombe tout le temps en panne? Donc voir un petit peu les dépenses fixes, comme on a dit. Par exemple, on va finir de payer la maison. Les dépenses variables, donc comme on a dit, est-ce que la voiture elle tombe en panne souvent? Il faut la changer souvent, il faut la changer. Les dépenses imprévues, ça, on ne sait pas le contrôler. La probabilité d'occurrence, donc voilà, il faut faire des estimations sur ça, comme on l'a dit tantôt, et ça va nous amener au... donc, ne vous inquiétez pas, j'ai préparé des exemples. Donc, admettons que quelqu'un a un revenu fixe, des revenus fixes de 2000 euros, il est en CDI, il a des revenus variables comme des bonus chaque année au travail, il a une disponibilité initiale de 10 000 euros pour investir et un capital de 20 000 euros. Donc, il a un coussin de liquidité de 10 000 et il peut se permettre d'investir tout de suite 10 000. Il ne dépense pas beaucoup, donc il dépense 1000 euros. Il a des dépenses variables de 100 euros, par exemple. Il va au resto, des dépenses imprévues très faibles, donc 50 euros, et avec une probabilité d'occurrence également faible. Donc, vous comprenez bien que ce mec, il a déjà 10 000 euros il a déjà 10 000 euros à investir, un capital de 20 000. Il a tous les mois quasiment 800 euros, 850 euros qui restent, donc un cash flow de 850 euros. Et donc en vrai, il peut même investir quasiment 600-700 euros par mois euh, sans problème. Alors que je vous ai préparé un autre exemple, donc quelqu'un d'autre qui gagne toujours 2000 euros, mais qu'il a un CDD, donc il est plus, voilà, un peu plus à risque. Il a une disponibilité initiale, il n'a pas de revenu variable, ne de stabilité, justement parce qu'il n'en a pas, et une disponibilité initiale de 1000 euros parce qu'il en a seulement 2000. Est-ce que vous pensez que quelqu'un, on n'a pas regardé les dépenses, donc il dépense tous les mois pour 1400 euros, des dépenses variables de 100 et des dépenses imprévues de 100 également, à peu près. Donc ça veut dire qu'il lui reste que 400 euros. Il n'a pas quasiment de coussin de liquidité. Et donc voilà, le niveau de risque ne peut pas être le même. Qui nous amène après à la fin. Donc combien allouer aux crypto-monnaies? Il y a celui qui peut se permettre très peu enfin, de risque, un risque contenu. Donc de 0 à 5% de son capital. Je vous rappelle que ce n'est pas des conseils en investissement, mais je trouve qu'avec une vidéo comme ça, je peux aider énormément de gens parce que si je l'avais eu moi-même, cette vidéo, peut-être que je me serais fait beaucoup moins mal que ce que je me suis fait en écoutant des gens qui disent n'importe quoi. Donc, ce n'est pas des conseils en investissement, mais c'est pour vous donner une petite idée. Après, si vous voulez aller un peu plus voilà, dans le détail, peut-être qu'il vous faut un conseiller en investissement, mais voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est uniquement pour, voilà, pour parler un petit peu. Risque contenu de 0 à 5% du capital.
Donc uniquement en Bitcoin et éventuellement Ethereum sur un hardware wallet, donc sur le Ledger ou un autre hardware wallet. Puis on a quelqu'un d'autre qui peut avoir un risque moyen de 5 à 15%, euh, de 5 à 15%, Bitcoin et Ethereum, plus un petit pourcentage dans 2-3 altcoins vraiment sélectionnés et pourcentage de 10 à 20% euh, revenus, enfin, par exemple le staking, finance décentralisée et tout ça au risque, donc quelqu'un comme on a vu qui habite chez ses parents, qui gagne énormément d'argent et tout ça, donc au risque de 15 à 30% sur Bitcoin Ethereum, plus faible pourcentage dans quelques altcoins, sélectionnés toujours, et en partie en revenu. Donc on peut faire un 30%, 40% en staking et tout ça. Et donc voilà. Donc, ça va du plus haut au plus bas. Ça, c'est à vous de voir votre situation. C'est normal. Et voilà. Donc, le risque, de quoi dépend le risque? Donc, le risque dépend du pourcentage de crypto dans le portefeuille. Donc, plus on a de crypto dans le portefeuille en général, donc si notre capital est du 100% et on a par exemple 50% actions, 30% et 50% actions et 50% crypto-monnaie, ben, le risque augmente énormément. Le pourcentage d'altcoins en particulier les low cap, donc déjà les cryptos sont assez volatiles. Si après on prend des low cap, ça veut dire avec une petite capitalisation boursière du marché, on augmente extrêmement encore le risque. Le pourcentage d'autres classes d'actifs volatiles dans le portefeuille. Donc, ça dépend encore une fois ce qu'on a. Si on a des actions, si on a des obligations, ça va augmenter ou diminuer. Si on a des obligations, par exemple, ça va diminuer la volatilité dans le portefeuille, le risque. Si on a des actions, ben, ça va encore augmenter. Ça dépend aussi du pourcentage de liquidité qu'on a dans notre portefeuille, que ça fait si on a si on a un pourcentage élevé de liquidité, on abaisse le risque et la volatilité du portefeuille. Et les risques supplémentaires liés au rendement des exchanges et de la finance décentralisée. Plus on est exposé quand on garde nos cryptos sur un exchange ou on garde nos cryptos en finance décentralisée parce qu'on a le 10% par mois, bah forcément, bah ça va augmenter le risque. Et puis pour terminer, je vous ai fait des exemples de portefeuilles. C'est pas des portefeuilles que vous devez aller copier. Non, c'est pour vous faire comprendre le niveau, l'indice de risque en tout ça. Donc, admettons que le portefeuille le moins risqué, c'est 100% de liquidité, donc indice de risque 1. Moins risqué parce que vous êtes... Enfin, il y a quand même l'inflation et tout ça. Donc, mais bon, laissons tomber ça. Et le maximum, le portefeuille le plus risqué, c'est 100% Dogecoin. Donc, indice de risque 10. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des tests. Donc, 1% Dogecoin et 99% de liquidité. L'indice de risque va augmenter à 2. Donc, malgré Dogecoin, il est super volatile. Bon, comme on a 99% de liquidité, bah, en fait, le portefeuille ne pourra jamais faire moins 20%, parce qu'au pire, on perd 1%. Donc voilà. 30% Bitcoin et 70% actions, bah, l'indice de risque augmente à 7. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liquidité dans le portefeuille. Et donc, c'est un portefeuille qui pourra faire tranquillement moins 70-80% tranquillement. Un autre exemple, donc 10% de Bitcoin, 10% d'Ethereum, 2% de Solana, 2% de BNB et 26% d'actions, mais 50% de liquidité. Donc indice de risque 6. Malgré on a le Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB et 26% d'actions, on a le 50% de liquidité. Voilà, on a le 50% de liquidité. Donc si jamais tous ces Bitcoin, Ethereum, tous ces composants vont aller à moins
50%, ben, on a perdu que le 25% total du portefeuille. Et donc, vous pouvez vous amuser un petit peu à faire des tests comme ça. Donc, tout simplement, si tout le reste va à zéro, on a perdu le 50%. Alors que là, si tout va à moins 80%, ben, on a perdu 80%. Si tout va à moins 90%, ben, on a perdu 90%. Et donc, tout simplement ça. Les amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires de ce que vous en pensez. Si vous voulez des autres vidéos comme ça, ou si vous appréciez, laissez simplement un like comme ça que je puisse voir quel genre de contenu apporter sur la chaîne. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée, ça dépend quand vous voyez la vidéo. Et merci pour votre attention. À la prochaine.